Bienvenue dans Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti ? Voici l'épisode 8 où la contrainte narrative m'invitait à une conversation avec une entrepreneure. Je n'ai pas réfléchi longtemps pour savoir que j'avais l'envie d'inviter Anaïk Hall-Gorgé à venir échanger sur nos entreprises, sur nos envies, sur nos missions, sur nos moteurs. Je connais Anaïk depuis au moins 10 ans, mais le reste, c'est elle qui va vous le raconter. Ouais. Tu sais dire en quelle année on s'est rencontrés ? J'étais en train de mûrir mon projet qui a mûri longuement. Donc je pense, je dirais 2008, 2009. Ah non, attends, j'étais rentrée. Non, t'étais rentrée. 2013. Ouais, je dirais 2013, moi. Ouais. Hein, ça doit faire presque plus que 10 ans. Ah oui. Ouais, parce que moi, j'ai lancé mon entreprise en 2013. Ouais, toi, t'avais commencé, peut-être même. Ouais, je pense que c'était à peu près à cette période-là. Ouais. Bon, alors, on s'est rencontrés où, Anaïk ? On s'est rencontrés dans un coaching, dont le nom nous correspond pas mal, non ? Leadership au féminin. C'était une formation de Shin Lanzmann. Ouais, à qui j'ai réécrit cette année d'ailleurs. Ouais, moi aussi, j'ai quelques contacts de temps en temps avec elle. Et c'était 2 jours, je crois, sur le leadership au féminin. À la fin de notre rencontre, je t'avais raccompagnée à la gare Saint-Lazare où tu étais allée prendre ton train pour rentrer chez toi. Ouais, on avait pris un café, mais c'est vrai qu'on avait bien discuté. Ouais. Pour être, c'est rigolo comme, je sais pas si c'est rigolo comme anecdote, mais ça me fait rire parce que cette formation, je me l'étais fait payer par mon entreprise. Donc je voulais être coach. J'avais déjà fait ma formation de coaching quand j'étais en expatriation aux Pays-Bas quelques années avant. Et j'étais retournée bosser dans mon entreprise en France parce que j'étais en congé parental et que je n'osais pas parce que coach, tout le monde est coach, il y en a 1000, on gagnera jamais sa vie, c'est pas légitime, tout ça. Et c'était plus simple aussi de retourner en marketing. Et je n'étais pas très heureuse dans ma vie en marketing. Et donc, je faisais un peu en sous-marin mon truc pour me dire je vais quand même y arriver. Et surtout, pour me redonner des bouffées d'oxygène. Et donc, j'étais allée défendre le fait que c'était intéressant pour eux que je fasse cette formation. C'est un peu moche s'ils m'écoutent aujourd'hui. J'avais dit que c'était pour eux et au fond, c'était tellement pour moi de me dire mais il faut que je refasse du coaching, il faut que je puisse faire du développement personnel, tout ce que tu veux. Et ça avait été quand même, c'était très bousculant. Je sais pas comment tu l'avais vécu. Ouais, moi j'avais trouvé ça très pertinent. Je connaissais son bouquin sur l'auto-coaching pour les femmes et je trouvais qu'il y avait des outils intéressants, des choses. J'avais envie d'aller approfondir cette question parce que j'accompagnais déjà des femmes et je faisais des formations pour des femmes, notamment celles qui voulaient se lancer dans l'espace public et dans la politique. Et donc ça me paraissait vraiment utile et j'avais trouvé très intéressant. Et je me souviens par exemple qu'elle avait dit si vous faites des prises de conscience le premier jour, surtout ne bouleversez pas votre vie ce soir en rentrant à la maison, mais attendez parce que c'est important de décanter et puis de prendre conscience un peu de ce qui se joue, quoi. Ouais, et puis il y avait vraiment aussi une notion c'était quand même, moi je m'étais dit mon Dieu, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Et en même temps, il y avait un côté aussi d'illégitimité parce que Chine a quand même une puissance assez forte, quoi. Je me disais mais je serais jamais comme ça. Et je me le dis toujours quand je la vois ou quand j'en vois d'autres. Mais non, ça avait été 2 jours quand même vraiment forts. Et de belles rencontres, voilà, 10 ans après, on garde le contact. J'avais bien aimé et j'aime toujours bien ce qu'elle propose, quoi. Ouais, et elle sera très contente de savoir que des anciennes de ces formations continuent d'avoir des liens alors qu'elle ne le sait même pas. Tout à fait, ouais.
Alors, Anaïk, j'avais envie pour commencer cet entretien de te demander qui tu es et qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui, Anaïk? Qui je suis et qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai longtemps eu du mal à définir, en tout cas, alors qui je suis de manière très large, on va dire. Alors, si je veux faire une présentation, on va dire justement un peu rapide. J'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants qui sont adolescents. J'ai vécu alors beaucoup en France et donc 3 expatriations, une aux Pays-Bas et 2 au Soleil. Voilà. Donc je suis de retour en France pour un deuxième retour en France depuis le mois de juin. Et nous sommes donc au moment où on se parle en janvier et je suis sous la neige parisienne, ce qui me fait un petit changement. Voilà. J'accompagne à être bien dans sa vie pro de manière générale, on va dire, à une vie pro accomplie. Donc ça peut passer par une reconversion et parfois ça passe par avoir compris ce qui allait pas et le faire bouger sans que ça soit la reconversion à 180 degrés, les chefs dans le Larzac, tout ce qu'on veut, tout quitter. Parfois c'est des petits mouvements qui vont faire que ça va mieux. Et donc ça c'est le point de départ de réflexion et après ça va aller par une fois que j'ai trouvé le projet, est-ce que j'ai besoin de refaire mon CV, de raconter mon parcours, de créer mon entreprise et qu'est-ce qu'il y a après le j'ai trouvé mon projet. Voilà. Avec des programmes principalement one-to-one parce que je suis pas très fan personnellement et pas très douée pour accompagner en groupe et des programmes qui mêlent du one-to-one, la sophrologie et un peu de groupe. Alors, je vais revenir sur quelques points que tu as mentionnés. D'abord, tu dis bouger, changer, que c'est important pour toi. Et peut-être que ça, c'est un point sur lequel on se retrouve. Parce que moi, ça fait 10 ans que mon entreprise a été lancée. Et ça fait 10 ans que ça bouge et que ça change. Et je dirais qu'il y a eu 2 grands contours dans mon entreprise. Il y en a eu un premier après 5-6 ans où j'ai choisi de quitter un domaine dans lequel j'intervenais beaucoup, qui était le domaine des questions de genre au sens large, dans l'idée de permettre à des femmes de prendre la parole de manière publique, de pouvoir s'affirmer et puis de comprendre les mécanismes du sexisme et de tout ce qui se joue dans cette société. Et j'ai lâché cette partie-là à un moment donné de manière profondément réfléchie, en me disant que c'était pas, voilà, que j'avais envie de passer à autre chose. Et puis j'ai mis l'accent plus sur les aspects biographiques et sur le récit de vie, qui était un aspect parmi d'autres, mais c'était peut-être pas mon ADN premier. Et là, c'est devenu quelque chose de très important pendant quelques années. Et là, je suis en train de refaire un virage où je retourne dans mes premières amours pour travailler avec des femmes et avec un public féminin majoritairement, parce que je trouve que c'est nécessaire en fait, et que j'ai envie de contribuer à quelque chose par rapport à cette question-là, même s'il y a une sorte de discours dominant qui a l'air de faire croire que tout est réglé. Je crois que ça l'est pas et qu'il y a encore plein de choses à faire à ce niveau-là. Et là-dessus, je pense qu'on se retrouve. Et puis ensuite, tu parles d'expatriation. Et l'expatriation en Suisse, ça se vit pas beaucoup. Alors que pour toi, la française, c'est quelque chose de plus courant. Alors ça veut dire quoi, être en expatriation? Alors, il y a 1000 manières de s'expatrier et ça me fait penser que dans ce que je t'ai présenté, mon business a aussi évolué par rapport à ça. Quand je t'ai dit j'ai longtemps eu du mal à me présenter, j'ai pu te le faire, mais parce que ça fait 6 ans que je fais évoluer et qu'au départ, quand on me disait par exemple, c'est quoi ton métier, ma phrase a été tellement longue que à la fin les gens me disaient t'es coach quoi. Et j'arrivais pas à l'expliquer clairement. Donc quand je te dis maintenant j'accompagne à une vie pro accomplie, ça peut passer par une reconversion ou pas. C'est mieux se connaître pour être bien dans son job. Ça paraît toujours simple, mais je pense que tu le sais aussi quand tu montes ton entreprise. Arriver à dire simplement ce que tu fais est un travail et un accompagnement et des coachs derrière pour m'aider à le conscientiser et l'expliquer. Ah ouais, tout à fait, c'est très compliqué. Et donc au départ, j'ai pas mal travaillé par exemple avec donc des expatriés pour répondre à ta question et des gens qui rentraient en France et des gens qui étaient en France comme moi, j'avais pu l'être et qui étaient pas bien dans leur job. Et c'était une vraie question de me dire c'est quoi le point commun entre tous ces gens et au moins on me disait mais tu te disperses, tu devrais te nicher, tu devrais être spécialisé dans une de ces personnes et comme je suis casse-pied, je n'aime pas qu'on me mette à un endroit et que j'étais intéressée par tous, ça m'embêtait et en fait j'ai compris que le point commun de tous qui sont au retour et qui sont en France, c'était juste qu'ils voulaient être bien dans leur job et juste, il y avait pour certains, c'est parce qu'ils y réfléchissaient parce qu'ils venaient d'arriver dans un nouveau pays et que donc ils étaient obligés parfois de se repositionner, parfois de rechercher. D'autres y rentraient et d'autres, ils y réfléchissaient, voilà. Mais leur point commun à tous, c'était d'être bien dans leur job et je pouvais les accompagner pareil. Et donc l'expatriation, telle que je la conçois,
le mot, il est large parce qu'il y a des personnes maintenant qui vont être comme moi, ça m'est arrivé, qui vont suivre leur mari, qui est envoyé par une boîte, et moi, je suis mon mari, ça s'appelle conjointe suiveuse, que tu vas Ça adorer. s'appelle comme ça, conjointe suiveuse. On donne ce nom. Alors, j'ai connu des conjoints suiveurs. Il y en a moins. Oui. Tu avoues que le terme nous met quand même toutes les conjointes suiveuses, on adore. Avec cette petite phrase quand tu arrives dans des dîners où on te dit qu'est-ce qu'il fait ton mari? Puisque toi, tu es devenu... Tu fais rien de toute façon. Rien, dans toute façon. Déjà, tu n'étais rien avant, bien sûr. Tu es là, tu n'es rien. Tu n'es plus... Voilà, je suis la femme de qui? Donc, bon, ça faisait aussi, moi, travailler quelque chose, et ça a été une des raisons de tout ça aussi, une énorme souffrance dans ma première expatriation, et une grosse réflexion de la place de ton travail dans qui tu es, et qui je suis sans travail, etc. Et donc, il y a celles qui qui suivent. Il y a ceux qui y vont en choisissant un endroit, mais où ils vont se poser. Donc des gens qui vont vivre ailleurs, et j'en ai rencontré plein, et j'en accompagne, qui sont partis vivre au Canada, au Brésil, voilà. Donc l'expatriation, ça peut être ça aussi. Là, c'est une expatriation qui serait plus choisie de manière personnelle, de manière individuelle? Certaines personnes, parce que nos milieux se croisent après, je t'envoie à des gens qui sont intéressés par des métiers comme le tien. Caroline, que tu avais rencontrée et qui depuis a créé son entreprise autour des pratiques narratives, qui s'appelle la Biopop, voilà. Elle avait été vivre au Brésil pendant tout un moment, par choix, puis au Canada, puis elle est rentrée en France maintenant. Et quand elle m'avait contactée, elle avait le projet de rentrer en France et de se dire je veux plus être journaliste parce que c'est très précaire, etc. Qu'est-ce que je peux faire comme projet? Quand j'ai commencé à lui parler de projets comme les tiens, elle m'a dit mais c'est pas un métier, ça n'existe pas. Et donc je lui ai dit oui, Florence, parce que c'est pas des choses qu'on connaît, c'est pas une case encore. J'accompagne tous ces gens en fait qui ont pu bouger ou pas. Il se trouve que effectivement les personnes qui ont bougé vont avoir tendance à me contacter, donc j'accompagne à peu près 25% des gens qui ont eu ça parce qu'ils disent que je sais ce que c'est. Et oui. Tu l'as vécu toi-même, hein. Voilà, je l'ai vécu, et des fois de se dire oui, on est obligé de se réinventer un peu. Mais comme tu le dis sur ton site et comme tu l'as dit ici, ça veut pas dire partir élever des chèvres dans le Larzac. Non. Il y a d'autres possibilités. Et en fait, parfois, de changer des petites choses, ça peut changer beaucoup de choses. Oui. En fait, il va y avoir vraiment... Le travail, il est d'aller prendre conscience de qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment. Enfin, qu'est-ce qui ferait que tu es bien dans ton job, vraiment. Mais une fois que tu as fait ça, tu dis et donc, j'ai quoi comme métier? Si je prends l'exemple de Caroline, c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle va se dire j'aime écrire. Moi, je lui avais dit si tu pouvais faire tout ce que tu veux, qui est un exercice, voilà, dis je serais payée à écouter des gens et à écrire leur vie. Mais c'est pas un métier. Et en fait, si c'est un métier, mais tu le connais. Alors, tu peux dire journaliste, mais elle me disait, moi, je peux plus parce que c'est trop précaire. On est un peu pris, voilà, toujours un peu. Il y a toute une question là de comment tu le fais. Ouvrir ses chakras, c'est aller découvrir des nouvelles manières de travailler. Qu'est-ce qui peut exister autrement, et pas vouloir forcément. Je vais tourner tout le temps autour de ça, mais un métier qui rentre dans une case et qui a un nom dans un petit code qui va bien. Donc tu vas pas forcément te dire c'est journaliste, c'est si je veux écrire, je sais pas, écrivain, on va te dire c'est peut-être pas facile et tout, mais peut-être monter aussi le projet qui te ressemble, ce que tu fais exactement. Oui, tout à fait. Et comment tu le fais? Mais ton point de départ, ce qui va faire que toi aussi, j'imagine, tu fais évoluer ton entreprise, ton point de départ, il est tout le temps de tourner autour de qu'est-ce que j'aime faire, et du coup ça va bouger parce que c'est mouvant, quoi, j'imagine. Oui, en fait, si tu veux, quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis posé la question de ce que j'aimais faire et de dans quoi j'avais envie de mettre de l'énergie et qu'est-ce qui, pour moi, avait du sens. Et la question du sens, je pense qu'elle est fondamentale pour toi aussi. Ah oui. Et c'est très, très important. Et je me suis construit, au fond, un travail sur mesure que je n'aurais jamais pu avoir en tant que salarié. Puisque j'ai 3 pôles d'activité. J'ai un pôle qui est de la formation pour les adultes, un pôle d'accompagnement d'adultes, soit individuels, soit de groupe, et par exemple d'équipes en difficulté. Et puis j'ai un 3e pôle qui est le récit de vie, au sens large, que j'ai beaucoup fait à l'écrit, pour lequel j'ai co-construit une formation professionnalisante, et aujourd'hui que je pratique à la fois à l'écrit et à la fois en audio. Parce que du récit en podcast, ça existe aussi, ça se fait aussi, et c'est important que ça puisse être développé. Et moi, je suis partie de ça, mais évidemment que ce genre de projet-là et ce genre de vie professionnelle-là ne peut être fait que en indépendante,
parce que ça n'existe simplement pas, comme tu l'as dit très justement. On pense que le métier n'existe pas jusqu'au moment où on le crée. Et peut-être que c'est ça aussi la grande force des indépendants et de la grande chance que nous avons, c'est de pouvoir en créer des nouveaux métiers. C'est de le créer, mais après, mais je pense que on y reviendra. La difficulté, c'est que quand tu vas aller vers ça, là où il faut être hyper conscient, c'est que tu peux le créer. On va arriver tout de suite sur le concret, c'est ce que vont me dire les gens aussi, combien tu gagnes. Bien sûr. Comment je gagne ma vie là-dessus, etc. Et c'est d'arriver à se dire, quand je veux faire un métier comme ça, c'est aussi de parfois, par exemple pour des gens qui vont me dire, moi j'aime mieux le mot multicurieux que multipotentiel parce qu'il y a eu beaucoup un peu de marketing du multipotentiel là, mais on va se dire j'aime plein de choses, j'ai envie de les mettre tous au cœur de mon projet. C'est parfois de choisir un peu parce que si tu mets un peu trop de trucs au cœur de ton projet, si tu as tellement de dispersé que tu peux pas assez appuyer sur les choses pour arriver à ce que ça devienne un métier quoi. Enfin un métier dans le sens juste je trouve je gagne de l'argent hein, dans ce sens-là, et peut-être il y en a qui vont rester du perso et d'autres qui vont devenir que tu vas pousser un peu pour arriver à gagner ta vie. Et c'est ça en fait qui fait aussi qui est aussi important, c'est de se dire peut-être j'ai trouvé un truc, mais est-ce que je vais gagner ma vie? C'est pour ça que par exemple je dis aux gens de t'appeler pour que tu puisses expliquer ce que c'est le concret, mais c'est quoi le concret, pas que de la journée, hein, mais comment je fais pour trouver des clients, combien je gagne. Alors, juste avant de répondre à ça, j'aimerais que tu précises qui sont ces gens. Ta clientèle, c'est des femmes, c'est des hommes, ça se répartit comment? Si je te disais c'est principalement des hommes, tu dirais c'est dingue. Ça serait extraordinaire. C'est principalement des femmes, mais j'accompagne des hommes. Alors moi, j'ai pas fait le choix. De manière générale, plutôt 25% d'hommes. Par exemple, en ce moment, un tout petit peu plus. Mais quand même, plutôt des femmes. Sur l'âge, j'ai entre 28 et 52 ans. Je pensais avoir plutôt des gens, mais c'est parce que ça, tu projettes, mais moi, je pensais faire des gens comme moi, là, qui feraient une bonne petite crise de la quarantaine. Non. Et on le voit dans les jeunes, ils se posent beaucoup plus tôt la question. De l'entrée en travail, au bout de 5 ans, ça va pas, et là, ils se posent la question très vite. Voilà, et ça peut aller jusqu'à 52 ans aussi, de se dire il me reste 15 ans à travailler, ou par exemple justement j'ai envie de me créer un projet qui me fera une fin de vie pro ou de préparation de retraite un peu sympa quoi. Voir quelque chose qui pourrait se poursuivre après l'âge de la retraite. Ouais, j'ai ça aussi, même financièrement. Et par exemple pour les femmes, certaines qui n'ont pas bossé ou peu, notamment pour suivre les conjoints, élever les enfants, etc. Et qui vont avoir besoin de ça parce que sinon la retraite va être compliquée. Bien sûr, et c'est pour ça que je te posais cette question en préalable d'avoir une précision sur ce public cible, parce que c'était assez évident qu'il y aurait beaucoup de femmes certainement qui seraient parmi ta clientèle, et c'est évidemment mon cas aussi. Moi, j'ai pas complètement tranché. Il m'arrive d'avoir des hommes en coaching, j'ai des hommes en formation. J'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel il n'y aurait plus que des femmes. Mais par contre, je fais le constat, comme tu le fais également, que le public que j'attire prioritairement, c'est plutôt des femmes, peut-être parce qu'elles s'intéressent un peu plus ou qu'elles se posent un peu plus de questions sur le sens des choses. Puis en même temps, non, il y a plein d'hommes qui se posent aussi des questions, mais simplement parce que mon public cible à moi me ressemble probablement un peu, et donc forcément qu'il est plutôt féminin, quoi. Donc ça c'est un critère. Et puis la chose sur laquelle je voulais revenir de ce que tu as dit tout à l'heure, c'était effectivement cette question de se dire très bien, je suis en train de créer une vie professionnelle idéale, j'ai envie de faire ça, combien je vais gagner? Et cette question du combien je vais gagner, c'est une question fondamentale, et notamment pour les femmes, parce que très souvent les femmes ne pensent pas à ça ou veulent pas mettre trop d'énergie là-dessus. Et puis on sait aussi, toutes sortes d'études l'ont montré, qu'on n'est pas tout à fait éduqué de la même façon que les garçons, et on est plutôt éduqué à avoir une espèce de réalisation personnelle, alors que les garçons vont être éduqués à savoir comment faire pour remplir le frigo de manière très pragmatique. Et ça, c'est vraiment une vision qui a l'air très, très stéréotypée, mais qui fait partie de la manière dont on élève, dont on éduque encore les garçons et les filles aujourd'hui, même si on espère toujours que ça évolue. Ce qui fait qu'en fait, les femmes vont plutôt se propulser
dans des professions qui vont leur permettre de se réaliser justement et puis de mettre du sens et pas forcément dans la question de l'argent. Donc, ma question qui va avec tout ça, c'est ce qui me semble fondamental, c'est de travailler aussi un business plan, surtout si on a envie de lancer une entreprise en indépendance. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais aussi avec les femmes notamment, mais aussi le public en général que tu accompagnes? Je travaille vraiment toute une partie. Alors, quand je t'ai décomposé tout à l'heure, la manière de l'accompagnement, il s'appelle Trouver Savoir. La première partie, c'est je me connais. La deuxième partie, c'est, je les appelle pas comme ça, mais je fais un petit résumé de ouvre tes chakras et on trouve tous les projets qui existent. Et quand tu me disais, c'est pas forcément les chefs dans le Larzac, ça veut dire que dans tous les projets qui existent, je vais aller dire, je le caricature un peu, mais c'est quand même, on va se dire comme ça, du truc qui serait le plus petit changement, mais c'est déjà ok parce que j'ai identifié que si je fais ça, c'est un peu le principe du 20-80, les 20% de changements qui font que c'est déjà pas mal. Et donc si je fais ça, je reprends pas d'études, je monte pas ma boîte, je fais pas tous les changements, mais ça sera déjà pas mal. Je fais ce petit changement et puis le truc, c'est waouh là, c'est vraiment la folie. Ça serait génial, mais peut-être que j'ai des gens qui le font, hein, mais je reprends médecine, voilà. Où là tu te dis ok, moi j'irai pas, mais bravo les gars quoi. Et donc on va travailler sur tout ça. Et l'important là-dedans, c'est que justement quand tu as ce champ-là et que tu vas étudier les projets dans le détail en appelant des gens comme tu vois comme je le fais faire à toi et tout, t'as un peu un champ de comparaison. Un peu, tu vois, tu fais les visites d'appartements là, tu vas pouvoir comparer les trucs. Bon ben, si t'as un budget et que tu vois, tu vas avoir, je sais pas combien d'écart, tu peux te dire ouais, ça vaut le coup de mettre les 100 000 de plus ou ça vaut pas le coup parce que voilà. Une fois que t'as tout ça, donc tu vas effectivement contacter des gens, faire parfois des journées avec la personne pour te rendre compte aussi de cette dernière partie, je l'appelle en rigolant, je rêve pas ma vie. Mais c'est quoi la journée avec une personne? Parce qu'entre Tu as dit, je ne gagne pas ma vie. Je rêve pas ma vie. Je ne rêve pas ma vie. Oui. Ok. Que tu sais, le truc de ah, ça serait trop génial, j'aurais une petite chambre d'hôte, j'aurais un petit salon de thé, les gens. Oui, t'as pensé que le petit salon de thé, tu vas faire la vaisselle, tu seras debout, t'auras des gens pas contents, parce que les gens ne sont pas tous très contents dans le petit salon de thé avec un petit livre, une petite musique, bon voilà. Et donc, surtout, ils dépensent 10 euros ou 10 francs suisses maximum. Et tu vois, là, j'ai quelqu'un qui m'écrivait, elle a fait, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quand même un peu le deuil d'une librairie salon de thé, parce qu'elle a contacté des libraires sur c'est quoi, et c'est ce qu'on va se dire là, sur un business plan, c'est quoi le salaire d'un libraire, les horaires d'un libraire, des choses, tu vois, auxquelles on a... Alors, les libraires, j'avais déjà pourtant pas mal étudié avec d'autres gens, moi-même aurais adoré avoir ça un jour, mais les aspects physiques. Alors, je peux t'en parler parce que c'est mon premier métier. Oui, tu m'avais dit. Et oui, donc la librairie, c'est le rêve absolu. Moi, je m'imaginais percher sur mon échelle avec des grandes bibliothèques en train de raconter aux gens qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir lire, etc. Et je me suis retrouvée à vendre la peste avec des gens qui, enfin, je pense à la peste de Camus parce que on considérait que même ça, je pouvais pas le connaître vu que j'étais une jeune femme dans un magasin, donc on me considérait absolument pas. Et ça a été une découverte extrêmement cruelle et difficile à vivre pour moi, et en même temps une vraie désillusion, hein, parce que effectivement, c'est un métier très romantique, mais la réalité l'est beaucoup moins. Et en fait, c'est la réalité. Et pour moi, l'objectif, il est de se dire, tu sais, tu vas pas monter ta boîte ou un truc sur du romantisme, surtout quand j'accompagne des gens qui ont, enfin, surtout pour tout le monde, mais tu vois, tu as une famille, des enfants, une maison après. C'est bien de pas... Alors, au pire, si tu te dis coach et que tu as pris un PC, mais si tu as acheté une librairie et que tout d'un coup, au bout d'un mois, C'est ça. C'est aussi la question de l'investissement parce que ça reste un métier magnifique et moi je trouve merveilleux qu'il y ait encore des gens qui fassent ce métier et je les remercie et on les salue vraiment hein, parce que c'est important d'avoir des libraires parmi nous, mais c'est vrai que c'est un sacerdoce. Oui, tous les gens ont dit quand on les interviews, c'est un métier passion. Ouais. Plein étaient célibataires. Tu te dis ouais parce qu'il disait par exemple quand est-ce que tu lis? Il disait bah ouais en fait j'avais pas de famille et tout, c'était vraiment enfin ouais je veux pas amour à tous les libraires, effectivement on vous aime et tout mais c'est dur, et donc le but pour moi sur cette dernière partie il est que les gens aient toutes les conditions. Donc le but est pas de dire aux gens de pas aller faire des métiers, mais si tu me dis je suis coach et que donc tu vas contacter des coachs et tu vas faire le point sur comment je gagne ma vie, combien, et puis d'avoir justement différents coachs, on fait pas tous pareil, mais d'avoir compris que si tu te poses derrière ton PC et que t'attends les clients par bouche à oreille,
Et les gens ne voient pas que tu souris là, mais ça va être lent et tu vas vite retourner chercher un emploi. Et donc si tu me dis ah oui mais par contre moi je suis pas très réseaux sociaux et puis je veux pas non plus faire un blog parce que je sais pas quoi dire et puis je ferai jamais tout ça, et ben on va vite arriver à fais pas coach parce que tu vas être formé mais tu auras pas de clients. Et donc c'est vraiment de rentrer à un moment dans c'est quoi nos métiers, et nos métiers c'est il faut accepter qu'à un moment si tu veux faire ces métiers-là, faut arriver à avoir des clients. Si tu veux avoir une librairie, tu auras pas un super salaire. Parfois, je t'avoue que parfois moi j'ai des moments aussi de découragement, je sais pas si c'est de découragement mais et donc les gens vont me dire des choses que je sais, mais donc en gros faut rester dans la finance pour gagner plein de blé et tous les métiers un peu sympas, tu gagnes rien. Oui, c'est horrible, mais c'est vrai. Ben oui, puis en même temps, tu parles de métier passion, c'est comme si métier passion était équivalent à métier où tu ne gagnes pas assez d'argent. Et moi, j'ai envie de contredire ça. J'ai vraiment très envie de contredire ça. Moi, j'entends beaucoup des personnes qui me disent, mais ça va d'être indépendante, tu t'en sors, c'est difficile, etc. Et en fait, là, ça fait la 11e année où je serai indépendante. J'arrive à sortir un chiffre d'affaires tout à fait correct qui fait que j'ai un appartement, que je peux aller en vacances, que je suis pas en grande difficulté financière, en tout cas à moins que je gère n'importe comment, ce qui est encore un autre sujet. Mais je veux dire, sinon, il n'y a pas de. C'est possible en fait, c'est possible. Oui. Et c'est possible de gagner correctement sa vie en étant indépendante aussi et pas tirer le diable par la queue toute l'année. On vit pas avec 3 francs 6 sous, et ça c'est important aussi de pouvoir le dire. Oui, mais on s'en parlait tout à l'heure, juste avant. Mais c'est possible, mais en se donnant les moyens. Mm-hmm. Oui, Mais alors bien sûr qu'il s'agit de se donner les moyens, mais c'est pour ça qu'il s'agit de sortir de ce fameux romantisme, du truc de la baguette magique qui rend tout possible. Oui, bien sûr, il y a une phase où, comme tu le dis très justement, quand on ouvre les chakras, c'est là que tout est possible. Mais après, il s'agit de refermer en se disant, OK, comment je vais dans quelque chose qui est réaliste? Parce qu'il y a aussi l'aspect réaliste qui compte. Et donc, pour répondre à ta question, oui, j'accompagne là-dessus. Et après, même d'ailleurs, sur la création d'entreprise, sur le début, quoi. Plutôt sur le début, vraiment de se dire, bon, on va créer ton offre et de choisir tes premiers clients et de se dire quel va être ton premier canal d'acquisition. Parce que la première année, souvent, on part un peu dans tous les sens, là. Oui. Et on peut passer 2 ans à réfléchir à qu'est-ce que ça va être la couleur de mon logo, ça m'a l'air complètement essentiel. Et donc vraiment que les gens, quand ils ont décidé de se lancer, ils gagnent rapidement leur vie. Et effectivement, on peut très bien gagner sa vie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, nous continuerons notre conversation avec Anaïk et nous vous parlerons du travail en ligne, de l'intérêt de travailler de cette façon-là, des projets que nous avons de part et d'autre et des envies qui nous habitent et avec lesquelles nous allons poursuivre notre échange. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter aujourd'hui. J'espère que c'était une conversation qui vous a peut-être inspiré, qui vous a peut-être questionné et qui ne vous a surtout pas trop ennuyé. Je vous dis à demain. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous avez aimé cet épisode, glissez-lui quelques étoiles, histoire que, enfin, vous savez